Je vais m'exprimer au nom du groupe écologiste sur cette proposition de résolution, mais je voudrais d'abord rappeler quelques faits. Le 17 mars 2014, le Conseil européen a adopté les premières mesures diplomatiques en réponse aux actions des autorités russes en Ukraine et notamment en Crimée. Puis a été proposé un deuxième ensemble de mesures face à l'absence de désescalade du conflit et au vu des profondes conséquences additionnelles sur les relations entre l'Union européenne et la Russie qu'engendrait une potentielle nouvelle déstabilisation de la situation en Ukraine. Compte tenu des actions russes qui déstabilisent la situation de l'Est de l'Ukraine, l'Union européenne a mis en place des sanctions à l'encontre de la Russie en juillet 2014 et les a renforcées en septembre 2014, les prolongeant pour 6 mois. Ces sanctions, qui avaient été décidées donc en 2014, n'étaient pas vaines. Elles ont bel et bien un sens, un but. Premièrement, on ne prend pas des sanctions de ce type pour rien. Ces sanctions sont la conséquence de plusieurs violations du droit international de la part des autorités russes. Ces violations ont été condamnées par l'Organisation des Nations unies et l'Union européenne. Lorsqu'ils violent aussi ouvertement le droit international en rattachant de manière illégale un territoire étranger, les dirigeants d'un pays doivent être conscients des risques de sanctions auxquels ils s'exposent, et c'est le cas ici entre la Russie et l'Ukraine. Deuxièmement, je voudrais souligner que ces sanctions sont ciblées. Les gels d'avoirs et interdictions de visa ciblent 149 personnes en tout et 37 entités sont soumises à un gel seul de leurs avoirs. Ces mesures concernent donc essentiellement des responsables ayant porté atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, des personnes ayant apporté leur soutien aux décideurs russes et 13 entités en Crimée et à Sébastopol ayant été confisquées ou ayant bénéficié d'un transfert de propriété contraire à la loi ukrainienne. On cible donc bien les responsables du conflit et des violations du droit international et non l'ensemble de la population russe, ce qu'il est important de rappeler. À ces sanctions s'ajoutent d'autres sanctions ciblées sur l'accès au financement. Oui, ce sont des sanctions lourdes qui touchent des domaines entiers de l'économie russe. On parle, outre des sanctions diplomatiques, des banques, de la défense et bien sûr de l'industrie pétrolière qui se retrouvent interdits de financement sur les marchés européens. Mais la lourdeur de ces sanctions est à la hauteur des faits reprochés aux autorités russes qui n'ont pas hésité à soutenir les groupes paramilitaires dans l'est de l'Ukraine sous forme matérielle et financière. Ce qui pourrait nous alerter, c'est que malgré le renforcement de ces sanctions, l'attitude de la Russie n'a pas été infléchie. Or, si la sanction est intelligente, elle doit évidemment être suivie d'effets. Une réponse qui consisterait à la pratique de l'intimidation ou à des accusations de russophobie ne correspond pas à ce que l'on pourrait attendre. En la matière, l'objectif de l'Union européenne est surtout de désamorcer la crise en Ukraine et d'aider ce pays à garantir un avenir stable, prospère et démocratique à l'ensemble de ses citoyens. La mise en œuvre intégrale des accords de Minsk a jeté les bases d'une solution politique durable au conflit dans l'est du pays. Depuis le printemps 2014, l'Union européenne a d'ailleurs intensifié son soutien aux réformes économiques et politiques en Ukraine. La proposition de résolution qui nous est présentée aujourd'hui par notre collègue Thierry Mariani et son groupe Les Républicains nous dit que ces sanctions sont dangereuses sur le plan économique, durables dans le temps et personnelles. Nous pourrions rappeler que la levée de ces sanctions dépend d'abord et avant tout de l'attitude des autorités russes et que leur effet dissuasif est justement l'objectif recherché par les États membres de l'Union européenne. Il aurait été incongru de porter des sanctions dans tous les domaines, sur un temps donné et pour l'ensemble de la population, alors que nous sommes en mesure d'identifier des personnes et des entités coupables et impliquées dans des faits graves. Sur ce point, l'Union européenne doit être prête à alléger les sanctions, mais comme déjà indiqué, cela dépend en premier lieu de l'attitude de la Russie. Les sanctions ont été mises en place suite à l'annexion illégale de la Crimée et l'escalade du conflit dans l'est de l'Ukraine, donc seule la résolution de ces deux questions pourrait rendre l'allègement des sanctions envisageable. Cette proposition de résolution pointerait aussi le fait qu'à aucun moment la représentation nationale, l'Assemblée nationale comme le Sénat, n'a eu à connaître ni à débattre du bien-fondé de l'opportunité des sanctions prises à l'encontre de la Russie.
En l'occurrence, vous le savez, mon cher collègue, et vous qui, je crois, revendiquez encore une filiation gaulliste, je ne vous apprendrai rien en vous disant que, et je le regrette pour ma part, trop souvent la politique étrangère de la France ne fait pas l'objet de décisions du Parlement, mais fait l'objet de décisions du président de la République et de son gouvernement, quels qu'aient été les présidents de la République successifs et les gouvernements. Et je me souviens d'ailleurs que sur un autre sujet, certains s'étaient élevés contre une proposition de résolution, non pas forcément sur son contenu, mais sur le principe même que l'Assemblée nationale puisse prendre une résolution sur des affaires concernant les relations diplomatiques de la France et par voie de conséquence de l'Union européenne. Pour ce qui est des relations entre l'Ukraine et la Russie, il me semble important de rappeler quelques faits. Plusieurs accords et traités signés, notamment par la Russie et l'Ukraine, reconnaissent les frontières des deux pays et notamment l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine. Le mémorandum du 5 décembre 1994, donc après l'effondrement de l'Union soviétique, concernant les garanties de sécurité liées à l'adhésion de l'Ukraine au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ou le traité d'amitié, de coopération et de partenariat signé entre la Fédération de Russie et l'Ukraine le 31 mai 1997, et enfin la déclaration d'Alma-Ata du 21 décembre 1991. De fait, dans le droit international, la Russie a officiellement reconnu les frontières de l'Ukraine en tant qu'État indépendant. Si on lève les sanctions, alors que l'attitude, la position de la Russie sur le terrain n'a pas changé, on entérine la politique du fait accompli par la force d'une annexion d'un territoire par un État et donc des modifications de frontières. On peut, moi je le dis, et on peut en débattre calmement, je le dis très simplement, moi je ne suis pas un défenseur du principe de l'intangibilité des frontières. Il est déjà arrivé sur le continent européen dans les années récentes que l'on modifie certaines frontières, notamment dans l'ex-Yougoslavie, mais cela ne peut se faire, même quand il y a eu des affrontements armés, que par des accords négociés et sous l'égide de la communauté internationale. On ne peut pas accepter qu'un État annexe un autre État sur une partie de son territoire ou sur sa totalité sans réagir, et il est bien normal qu'il y ait des sanctions. De même qu'il est évidemment, on n'est pas surpris que la Russie ait pris à son tour des sanctions, et on mesure l'impact de celles-ci sur notre agriculture notamment et d'autres secteurs de notre économie, mais on peut à ce moment-là considérer que les sanctions économiques sont définitivement inutiles et inefficaces. Or, ce n'est pas le cas. Si on regarde ce qui s'est passé par exemple en Iran, pendant 10 ans, eh bien, les sanctions ont été efficaces puisque c'est ce qui a amené l'Iran à accepter une négociation sur son arsenal nucléaire et, en l'occurrence, ce qui a amené à un accord négocié pour en sortir. Donc, les sanctions économiques peuvent avoir leur efficacité et en Iran, comme pour la Russie, nous avons eu, et l'économie française a eu à en payer le prix, puisqu'il y avait par exemple des grandes entreprises comme Peugeot, comme Renault, qui ont dû fermer leurs activités sur place. Donc on sait ce que cela veut dire quand on prend des sanctions, évidemment, et nous ne sommes pas étonnés, car nous n'avons pas beaucoup d'illusions sur le régime politique russe de M. Poutine. Nous ne sommes pas étonnés qu'évidemment, il réponde à des sanctions par d'autres sanctions. Mais plus que des conventions entre États, c'est aussi du volet humain qu'il faut parler. Le conflit dans l'est de l'Ukraine a causé, selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 9 000 morts et plus de 20 000 blessés, plusieurs dizaines de milliers de déplacés et une situation humanitaire très difficile. Dois-je rappeler, ce n'est quand même pas quelque chose d'anodin depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'un avion civil a été abattu en ayant survolé le territoire ukrainien. Tout n'est pas encore éclairci sur les circonstances et les coupables de ce tir de missile sur un avion, mais vous le savez comme moi qu'il y a une enquête internationale en cours. En tout cas, c'est un fait en soi qui est extrêmement choquant et alarmant. Et donc, nous sommes directement concernés par ce conflit. D'après le rapport du HCR, publié en décembre de l'année dernière, 2,9 millions de personnes vivent dans la zone de conflit et continuent à rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits économiques et sociaux, en particulier dans l'accès à des soins médicaux de qualité, au logement, aux prestations des services sociaux et aux mécanismes compensatoires pour les biens endommagés, saisis ou payés. Ces chiffres, Monsieur Mariani, vous évitez soigneusement d'en parler dans votre proposition de résolution. Je rappelle d'ailleurs que vous avez vous-même effectué une visite en Crimée
afin de féliciter le président du Parlement de Crimée pour l'organisation du très contestable référendum, qui n'a de référendum que le nom et qui avait conduit Vladimir Poutine à s'emparer de ce territoire. Et à l'époque, vous savez que cette visite avait suscité des réactions très fortes, y compris dans notre pays. Et je suis un peu étonné d'ailleurs que votre groupe vous soutienne dans cette démarche. Vous avez cette position personnelle et vous l'assumez, mais que ce soit la position de votre groupe, je trouve cela plus étonnant. Et je finirai là-dessus. Je crois que ce qui est en jeu derrière cette proposition de résolution, et si je regarde les collègues de votre groupe qui sont présents à la droite de l'hémicycle, c'est celles et ceux qui défendent une nouvelle alliance privilégiée avec la Russie. Et moi, je voudrais dire à cette occasion que je suis très étonné, pour ne pas dire plus, de la fascination que le régime russe de Vladimir Poutine, et je dis bien le régime russe de Vladimir Poutine, pas la Russie, le régime russe de Vladimir Poutine exerce sur une partie de la classe politique française. Je ne parle même pas de l'extrême droite, ils ne sont pas là, mais on sait ce qu'il en est pour Madame Le Pen. Mais je parle de la droite, d'une partie de la droite classique. Et je dis bien une partie, car je sais que ça n'est pas partagé par l'ensemble. Mais je vois que M. Fillon est là et il assume aussi une position pro-russe récurrente depuis plusieurs années. Et je trouve ça quand même très inquiétant quand on sait ce qu'est la nature du régime autoritaire de M. Poutine. Et par ailleurs, et j'en finirai là-dessus, et c'est le lien avec votre proposition de résolution, je crois que ça révèle le fait que vous voulez faire l'impasse sur l'idée d'une diplomatie où l'Europe, l'Union européenne jouerait un rôle, et que vous pensez que le salut viendrait d'accords directs entre la France et la Russie, comme au temps de la guerre froide, et où on essayait de nous faire croire que la France pouvait jouer un rôle de non-aligné entre les États-Unis et la Russie. Et je crois qu'à l'occasion du débat sur cette résolution, c'est ce débat que nous devrions avoir, et c'est pour cette raison qu'avec mon groupe, je voterai contre cette proposition de résolution. Merci, Monsieur de Rugy. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine.